intervient surtout dans des domaines qui sont donc le projet à travers les outils, les méthodes, les pratiques, mais aussi les certifications, l'agilité, puisque c'est aussi une forme de management de projet. Et comme on a une vision qui n'est pas uniquement basée sur des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, sur les thématiques du management et de l'efficacité personnelle et professionnelle en équipe. Et bien entendu, en fait, comme on intervient dans des environnements qui sont généralement des environnements techno, autour de la data, du numérique, de l'ingénierie, dans ces environnements-là, il était important aussi de redonner du sens à cette stratégie et de lui donner une responsabilité. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important pour nous de pouvoir aider nos clients dans la mise en œuvre de leur projet RSE. Donc, on verra avec Jean-Baptiste ici qu'est-ce que l'on entend par RSE. En tout cas, soyez assurés que, aussi bien vis-à-vis de nos clients que nous en interne, notre volonté, en fait, c'est d'agir de manière responsable, engagée à vos côtés, et vous aider à vous développer en ayant un impact qui soit positif. Donc, je vais laisser Jean-Baptiste se présenter et assurer la suite de ce webinaire. Donc, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Jean-Baptiste Tissier, je suis coach, formateur et consultant en RSE. L'idée aujourd'hui, ça va être un petit peu de parler de ce qu'est la RSE dans l'ère du temps. On en a entendu beaucoup parler après ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. Donc l'idée sur à peu près 40-45 minutes, c'est de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on entend par RSE, vous montrer quelques outils, vous partager éventuellement quelques méthodes de réflexion et même de mise en place et de mise en œuvre. Donc voilà, juste savoir si vous pouvez confirmer que tout le monde a bien accès au Padlet et puis voit bien les choses au niveau de l'écran. Moi, je vais couper ma caméra pour des notions de débit Internet et que tout le monde puisse bien voir les choses. Donc voilà, juste nous confirmer que vous avez tous accès au Padlet, que vous pouvez suivre en direct. Et puis voilà, donc merci Christelle pour cette confirmation. Merci Elodie aussi. Donc voilà, donc je vais couper ma caméra. Parfait. Impeccable. Donc, vous voyez l'écran. Donc, petite présentation. L'idée, la première chose, c'est qu'on vous a préparé 3 petites questions qui vont vous permettre de vous pencher sur vos savoirs et qui nous permettront, à l'issue de ce temps qu'on va passer ensemble, de revenir dessus. Donc, je vais vous laisser quelques petites minutes. Vous avez vu, vous avez des questions. Vous avez sur Padlet également une petite zone de dialogue qui est là où vous, j'espère, voyez ma souris en bas à droite de chaque petit post-it, qui vous permet en fait d'aller écrire une note. Donc je vais vous proposer, on ne traitera pas les réponses tout de suite, on les traitera à la fin de la séance, de répondre à la première question qui est pour vous, selon vous, que signifie l'acronyme RSE, responsabilité sociale et environnementale, responsabilité, sens et engagement ou responsabilité sociétale des entreprises. Donc, je vous laisse une petite minute pour mettre vos réponses dans les notes. Et on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et on fera ça pour les 2 prochaines questions également. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Alors, pour l'instant, je ne vois pas de note apparaître. Ça y est. Impeccable. N'hésitez pas, si vous avez une question technique, à prendre le micro ou écrire votre question. Je vois qu'il y en a 2 qui ont répondu. Je rafraîchis. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, les notes, là. En fait, ce que je vous propose de faire, c'est que dans la partie notes sur Padlet, c'est de donner votre réponse selon vous, la définition de la RSE telle que vous la voyez et la percevez. Oui, mais les réponses, pour la question 1. Mais si les réponses, c'est A, B ou C. Eh bien, oui, c'est A, B ou C. J'ai pas le choix entre A, B ou C. Juste si vous pouvez écrire la lettre, ce sera très bien. Pas dans notes, juste à droite, vous avez un petit icône
d'une petite bulle avec des zones de texte. Ah, d'accord. Alors vous verrez, hein, une fois qu'on aura tous la main dessus, ça sera un petit peu plus simple d'interagir. Mais l'idée de cet outil-là, c'est aussi de vous proposer un support que vous pourrez venir consulter après la formation s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de revenir. Donc voilà, donc je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent un problème? Tout le monde, si tout est OK pour tout le monde, je vous propose pareil, hein, de prendre quelques secondes pour répondre à la question 2. Oui, du coup, c'est bien dans les conversations de la réunion qu'on notifie les réponses? C'est par rapport au fil Sur le Padlet, sur la page que vous avez pu ouvrir normalement accessoirement, je n'ai pas de retour sur mon écran. Normalement, vous devez voir le Padlet à l'écran. Et vous avez... le problème, c'est que moi, je suis sur pas Teams. Alors, est-ce que c'est pas limité en termes d'ergonomie ou... Alors, ça peut être limité en termes de débit Internet. Je sais qu'il peut y avoir un problème de rafraîchissement et qu'on ne peut pas forcément voir les choses en direct. Moi, pour l'instant, j'ai 5 votes qui apparaissent. Un 6e. Oui, merci Ludovic qui reformule. Donc, merci. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à répondre à la question 2. Donc, pouvez-vous citer les piliers fondamentaux de la RSE? Donc, pareil, à noter dans la zone commentaire votre réponse. Super, ça arrive. Et enfin, troisième question. Comment estimez-vous l'investissement de l'intégration de la RSE à la gouvernance de votre entreprise? Question un peu compliquée qui a pour but de vous faire envisager qu'est-ce que ça peut représenter comme investissement pour votre entreprise financièrement, en termes de dépenses, humainement, temporellement ou économiquement, en termes de retour sur investissement ou de gains, d'intégrer la RSE à la gouvernance de votre entreprise. Alors, oui, Isabelle, si vous n'arrivez pas à vous connecter au Padlet, vous pouvez répondre dans la conversation de la réunion, ou sinon vous notez les réponses pour tout à l'heure à côté de vous, et puis on les partagera ensuite. Très bien. Je vous propose de continuer d'avancer. Merci pour les réponses. Hein. Ceux qui ont répondu peuvent continuer de le faire. Vous pourrez revenir dessus un petit peu plus tard. L'idée, c'est de pouvoir échanger ensuite. Simplement, voilà, quelques minutes pour justement savoir de quoi on parle quand on parle de RSE. Puisque la RSE, c'est une notion qui est assez récente dans le vocable du monde de l'entreprise. Elle est très présente dans les médias depuis une année, puisqu'elle a été intégrée par la loi Pacte, beaucoup, et encore plus depuis ces derniers mois, puisqu'on a eu beaucoup de presse au niveau de qu'est-ce qu'une raison d'être d'entreprise, la quête de sens de tous les collaborateurs avec ce que nous venons de vivre tous ensemble. L'idée, c'est de faire un petit point d'histoire. Hein. Je serai très court là-dessus, je vous laisserai aller faire vos recherches si vous avez besoin, mais en tout cas, ça permet de savoir de quoi on parle. La RSE, c'est une notion qui vient et qui découle du développement durable. Le développement durable, c'est une notion dont on a commencé à parler et les premiers chercheurs ont commencé à s'exprimer depuis maintenant près de plus de 60 ans, donc à la conférence de Stockholm en 1972, puisqu'on a commencé à parler d'écologie, d'intégrer l'écologie à l'économie. Et c'est une notion internationale qui a été partagée dans tous les sommets, qui au début étaient des sommets de la Terre et ensuite qui sont devenus les fameux COP. Donc 1972, conférence de Stockholm,
on parle d'écologie et d'économie. 1987, on introduit dans le rapport Brundtland, hein, qui est issu de travaux de l'ONU, la notion de développement durable, avec cette fameuse définition du développement durable qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Ensuite, nous, Français, avons souvent cette date en mémoire du sommet de la Terre, la conférence de Rio, puisque le président de la République, à cette époque-là, Jacques Chirac, avait fait un grand discours et un fameux discours avec ne regardons pas la maison brûler. Et donc, voilà, vraiment parler d'environnement au sens global du terme. Puis, en 2010, on a commencé à évoquer des piliers justement de la RSE qui étaient le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Donc, c'est ce qui a fait le trait d'union entre le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Et on a défini à cette époque-là le développement durable comme une contribution par des actions fédératrices à créer de la richesse autrement, dans une dynamique de progrès continu, génératrice de profit et de bien-être pour tous. Donc, ce qui nous permet en fait d'avoir dans cette notion de développement durable pas mal de notions économiques et surtout de ne pas oublier la notion économique du côté environnemental, de ne pas penser qu'à la nature, mais aussi d'intégrer cette notion de profit dans ce qu'on pense. Je continue rapidement, hein, je passe rapidement sur ces choses, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Vous avez à la fin du Padlet un petit post-it jaune sur lequel questions-réponses, ou pareil dans la zone commentaire, je vous inviterai à noter vos questions et vos réponses sur lesquelles on pourra revenir à la fin du moment qu'on passera ensemble. Donc voilà, donc je reviens sur la diapo suivante, donc sur la RSE. Donc on a vu que ça venait du développement durable, on a vu que c'est inscrit dans le temps. Et la notion de RSE aujourd'hui, pour ceux qui sont impliqués dedans, puisque j'ai vu que dans les inscriptions, il y a pas mal de personnes qui avaient déjà, en tout cas, entamé des réflexions sur comment intégrer la RSE dans leur entreprise. La schématique de la RSE se base en fait sur l'ISO 26000. Vous avez sans doute entendu parler des normes ISO, 14001, 9001, qui sont des normes de qualité de gestion de projet ou environnementale. L'ISO 26000, c'est une norme un petit peu particulière puisque aujourd'hui, il n'est pas possible de se faire certifier à l'ISO 26000. Mais en tout cas, elle a le mérite d'intégrer justement la notion de ce qu'on appelle le pilier de la RSE sur comment on peut envisager de travailler et de réfléchir sur l'intégration de tout ça dans le monde de l'entreprise. Encore une fois, et c'est là où je vais insister un petit peu aujourd'hui et je tiens à faire un petit peu cette différence, c'est que comme tous les travaux qu'on a évoqués rapidement avant, tout ça vient de travaux faits collégialement au niveau international, donc c'est une vision assez globale et globalisée de ce que peut être la RSE dans le monde, mais elle va s'articuler principalement autour de l'organisation. Donc l'organisation, c'est le management et l'organisation de votre entreprise, la gouvernance. Ensuite, bien évidemment, et ça parlera à tout le monde, on parlera d'environnement, de la nature, de la protection de la nature et de l'impact de notre activité économique sur la nature. On parlera de loyauté des pratiques. C'est tout ce qui va concerner justement les bonnes pratiques des affaires et pour lutter contre la corruption. Vous allez avoir tout ce qui est question relative aux consommateurs, donc prendre en considération le consommateur, sa façon de voir les choses et sa façon d'être pris en compte dans l'offre des entreprises. La communauté et le développement local, notion intéressante mais un petit peu vague ici, qui va prendre en fait son sens dans comment je m'intègre localement dans un tissu économique. Bien évidemment, les droits de l'homme aussi, puisque c'est une notion importante, et je parlais justement de vision un petit peu globalisée de ce qu'est l'ISO 26000 aujourd'hui. La notion de droits de l'homme est une notion très importante au niveau international. Nous avons, nous, la chance en France de vivre dans un pays avec une constitution qui a intégré les droits de l'homme dans son premier article, donc de liberté et d'égalité de tous et de chacun. Donc c'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas forcément beaucoup, et l'idée là, c'est de vous présenter l'ISO 26000 et une représentation graphique de ce que peut être la RSE aujourd'hui. Par rapport à la société dans laquelle on va s'intégrer ensemble, la société française. La RSE en France, on pourrait la traduire, comme vous avez le schéma sous les yeux, autour de l'interaction entre différents groupes de personnes ou groupes représentatifs. Vous avez l'organisation et le management au centre, qui est l'entreprise, la gouvernance, la direction, le comité de direction,
qui s'articule autour de ses collaborateurs, bien évidemment, puisque c'est la première force de travail et la force de production d'une entreprise, les collaborateurs. Une entreprise n'existerait pas sans ses clients, hein, puisque si personne n'achète les produits ou les services produits, ça ne fonctionne pas. Pour ça, il faut souvent des fournisseurs, des sous-traitants. Et on a aussi une notion qui apparaît ici, qui est les autres parties prenantes, que peuvent être les collectivités territoriales, les associations, les réseaux professionnels, et un autre qu'on oublie très souvent dans les entreprises un petit peu plus importantes, les actionnaires. Et justement, cette interaction entre toutes ces parties prenantes, c'est un mot que vous allez m'entendre répéter aujourd'hui, a un impact local, sur son tissu et son écosystème. Voilà, en fonction de comment j'intègre mon entreprise, où est-ce que je l'intègre, dans quelle ville, dans quelle structure, dans quel bâtiment, dans quel écosystème, va avoir voilà, cet impact local sur l'écosystème et bien évidemment, d'un point de vue plus global et plus général, sur l'environnement. Donc, rapidement, je sais que ça fait beaucoup de notions. Ah, un petit souci. Je reviens sur la page. Donc, une fois qu'on a dit ça, on voit que cette vision voilà, justement systémique de projet et d'entreprise permet aujourd'hui de proposer une définition de la RSE telle qu'elle peut être communément acquise et partagée par tout le monde. Les mots contenus dans la définition que je vous propose ici, qui est issue du guide du RSE du MEDEF qui a été fait en 2011 et qui vient d'être réactualisé, permet de proposer justement de se dire voilà, qu'est-ce que la RSE et comment moi je dois définir la RSE aux personnes qui vont me demander si je dois intégrer ça dans mon entreprise. Donc la définition proposée sur laquelle on va s'entendre aujourd'hui, c'est l'intégration volontaire par l'entreprise des préoccupations sociales, sociétales, environnementales et de gouvernance à sa stratégie, à sa gestion et aux relations avec ses parties prenantes. Cette définition est intéressante sur la RSE puisqu'on parle d'intégration volontaire. Pour que la RSE aujourd'hui soit efficace, qu'on soit une entreprise ou une organisation, c'est vraiment d'avoir la volonté d'intégrer cette démarche intellectuelle, sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard, ce mode de pensée qui nous va permettre de devenir un peu plus responsable dans nos actions et de prendre en considération justement toutes les interactions avec les parties prenantes qu'on aura pu avoir. Donc, social, tout ce qui va concerner les collaborateurs, sociétales, qui vont concerner la société. Donc, encore une fois, on se base sur la société dans laquelle nous sommes inscrits, qui est en gros la France, le modèle économique français et le droit français. Environnemental, tout ce qui va avoir attrait à la nature et à la protection de l'environnement. La gouvernance, comment je dirige et comment je fais participer mes collaborateurs dans mon entreprise, qui bien évidemment a un lien avec ma stratégie et mon développement. Ma gestion, bien évidemment, puisque sans ça, je ne peux pas travailler. S'il n'y a pas de bonne gestion, je manque de ressources financières. Et tout ça, bien évidemment, articulé autour des parties prenantes. Vous avez dans la partie commentaire de ce petit post-it sur la définition de la RSE, une autre définition qui a été formulée et proposée lors du Agenda 21, le Grenelle de l'environnement, pardon, en 2010, donc avec le premier Grenelle de l'environnement sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui avait proposé justement une définition très rapide, mais très compliquée sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que pendant longtemps, on a parlé de RSE en nous disant, et justement à cause de cette définition, c'est compliqué, on ne comprend pas de quoi on parle, ça fait beaucoup de notions, et comme vous pouvez peut-être avoir le sentiment à l'instant, que je viens de vous inonder de notions très rapidement et de plein de mots différents, et pas toujours forcément intelligibles du premier coup, fait qu'on a vraiment cette sensation aujourd'hui que la RSE est compliquée à envisager et à prendre en considération et à intégrer dans l'entreprise. Donc le but d'aujourd'hui, de ce petit partage et de ce moment de partage que nous avons ensemble, c'est essayer de faire en sorte, même si ce n'est pas forcément simple en 45 minutes, de simplifier tout ça et de se dire que justement, une fois que j'ai commencé à réfléchir à ce que peut être la RSE, j'en ai entendu parler, j'ai moi-même en tant que personne, citoyen, commencé à ressentir des choses, à me dire qu'on pouvait peut-être faire les choses autrement et différemment. La situation et la période que nous venons de vivre nous ont forcément mis un peu au pied du mur sur comment réagir et comment agir différemment quand la situation nous échappe un peu.
on est aujourd'hui dans une situation sanitaire, mais on aurait pu être dans une situation économique différente ou sur une situation environnementale avec des problèmes environnementaux importants. En France, on a la chance d'être épargné par des grands fléaux environnementaux, mais vous avez beaucoup d'États sur Terre qui peuvent être touchés par les inondations, la montée des eaux, les grandes sécheresses, les tornades, les ouragans et autres. Donc l'idée, rapidement, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la partie conversation de la réunion à m'interrompre si vous voulez clarifier, mais je vais aller un petit peu vite aussi, mais je vais vous proposer ces outils qui sont, à notre sens, les premiers outils qui permettent de commencer une réflexion pour intégrer la RSE dans sa stratégie d'entreprise. Vous m'avez entendu parler dans les définitions, vous l'avez lu, vous l'avez vu, cette notion de partie prenante. Voilà, comment j'intègre cette réflexion sur quoi, qui, comment et avec quelles interactions je peux avoir dans le monde de mon entreprise. Je vous présente là un schéma. Alors l'image est un petit peu floue pour ça, mais ce n'est pas forcément intéressant de rentrer directement dans les choses écrites en tout petit. Mais ça permet pour chacune de vos organisations, chacune de vos entreprises, de se poser la question avec qui je travaille, avec qui j'ai des interactions et comment je vais pouvoir justement entrer en relation avec ces personnes-là. Est-ce que je suis en relation volontaire? Est-ce que je suis en relation parfois contrainte? Est-ce que c'est des relations de fait ou est-ce que c'est des relations que je n'avais pas forcément envisagées aujourd'hui? Donc, un des premiers outils RSE, quand on veut commencer à planifier ça, c'est de faire la cartographie de ces parties prenantes. C'est-à-dire, dans les familles qu'on a vues énoncées tout à l'heure, de faire la liste de toutes les personnes, toutes les organisations avec lesquelles on travaille. Aussi bien d'un côté fournisseur, ça c'est facile, on a facilement en tête la liste de nos fournisseurs, puisqu'on sait à qui on a besoin d'acheter pour pouvoir produire. On a aussi bien évidemment la notion de client, on sait pareil à qui on vend ce qu'on a fait. Mais on a parfois un petit peu moins la notion de collaborateur. On sait très bien qu'une entreprise sans personne ne peut pas fonctionner. Mais on n'a pas forcément la façon et l'habitude de voir les collaborateurs comme une partie prenante de l'entreprise avec qui on interagit et avec qui on pourrait, de par notre relation, créer et envisager les choses parfois autrement. Une des choses aussi qu'on a du mal à prendre en considération, ce sont les concurrents ou les confrères. Moi, c'est un mot que je préfère, le mot confrère. Les personnes qui font la même activité que nous. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt parfois à se poser la question de comment ils le font, pourquoi ils le font et comment ça se fait qu'on le fasse différemment? Bien évidemment, je parlais également des parties prenantes dites un peu plus contraintes, qui peuvent être les pouvoirs publics, les collectivités. Quand vous avez affaire avec la mairie, la collectivité territoriale, donc une intercommunalité comme il y en a dans beaucoup de grandes agglomérations aujourd'hui, vous êtes en relation avec eux pour installer vos bureaux, pour gérer les transports, pour envisager la voirie, pour permettre à vos collaborateurs d'arriver jusqu'à vos bureaux. Tout ça, c'est assez intéressant. La société civile aussi vient rentrer là-dedans, donc tout ce qui va être association, aussi les riverains qui peuvent être amenés à subir l'impact de votre activité. On pense en personnes, pour prendre un exemple simple, qui vivent à côté d'un aéroport, par exemple. Voilà. Et il y a aussi tous les partenaires d'affaires, tous les gens avec qui on va développer des nouveaux projets, avec qui on va pouvoir réfléchir. Donc ça va être les syndicats professionnels, ça va être les associations d'entreprises, ça peut être tous les réseaux dans lesquels on peut être intégrés les uns les autres. Donc pareil, je vais très très vite, mais l'idée de cartographier, de faire la liste, ça peut être fait dans un bon vieux tableau Excel sur une feuille blanche avec un crayon de papier ou avec des outils un peu plus graphiques. Mais en tout cas, de faire la liste avec toutes les personnes avec qui j'interagis permet déjà de faire un état des lieux de l'activité de mon entreprise et de comment elle se situe et avec qui elle va être en interaction. Une fois qu'on a fait cette cartographie, on va pouvoir commencer à rentrer dans un schéma de pensée. Et là, je vais aller très très vite parce que je ne veux pas vous donner d'informations et ça fait l'objet derrière de beaucoup plus d'informations. Mais pour ceux qui sont un petit peu avancés sur la notion de RSE, vous avez peut-être entendu parler de matrice de matérialité. La matrice de matérialité, elle ne peut être faite qu'à partir du moment où on a fait la cartographie des parties prenantes. Mais c'est aujourd'hui un outil assez formidable qui, une fois bien préparé et bien défini, permet d'analyser justement ces interactions avec mes parties prenantes, comment je prends en considération leur avis, comment j'ai fait à l'issue de ce travail de consultation émerger des nouvelles choses et
techniquement, aujourd'hui, c'est un des outils les plus puissants de stratégie de développement d'entreprise. Vous avez peut-être pu lire dans la presse et entendu parler des ODD, des fameux objectifs de développement durable. Vous avez quelques grandes marques qui commencent à en parler aujourd'hui et qui proposent de s'appuyer sur cette schématique de plan de gouvernance et de plan de stratégie d'entreprise pour l'avenir. Donc vraiment, ça c'est un outil très intéressant. Je ne vais pas revenir trop longtemps dessus, mais en gros, ça se prépare en 5 étapes. D'abord, on définit les objectifs de l'analyse de matérialité. Pourquoi je la fais, dans quel sens et à quoi ça va me servir. Je fais prédéfinir les enjeux avec la direction, les différentes parties prenantes. Je vais définir, et c'est très important, mes critères d'évaluation. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais prendre en considération leur retour et comment je l'intègre dans ma démarche. Donc, des critères d'évaluation comme le risque, la performance financière, la communication, la conformité, la qualité de l'environnement, le respect de la nature. Voilà, quand vous avez, par exemple, des entreprises qui ont des produits véganes ou autres, ça permet aussi de vraiment bien compartimenter tout ça. Une fois que j'ai bien défini tout ça, je vais commencer à interroger mes parties prenantes. Et je vais interroger aussi bien mes collaborateurs en interne que mes clients, bien évidemment. Ça, on peut parfois être habitué de le faire. Mais aussi ne pas hésiter à le faire avec mes fournisseurs, et pourquoi pas avec mes confrères et concurrents, et pourquoi pas avec la collectivité avec laquelle je suis en relation, et pourquoi pas une association professionnelle, et pourquoi pas toutes mes parties prenantes. Et une fois qu'on va avoir fait ça, on pourra avoir sous forme de graphique ou de tableau une matrice de matérialité qui nous permettra à mieux tracer et mieux décider quelles nouvelles orientations je vais pouvoir prendre dans la gouvernance de mon entreprise. Voilà, donc la matérialité, pareil, si vous avez des questions, notez-les et on reviendra dessus à la fin. Mais c'est un outil vraiment aujourd'hui très intéressant et qui est pleinement au cœur de ce qu'est la puissance de la RSE dans la stratégie de développement des entreprises. Une autre petite chose, donc un outil intéressant, c'est un outil de réflexion, c'est un outil mental qui permet aujourd'hui de s'intégrer vraiment dans cette problématique de RSE, de comment je le fais et de comment je peux intégrer tout ça. En tout début de connexion, on avait une personne qui s'est connectée et qui nous parlait justement de comment aller de l'avant sur l'intégration de la stratégie RSE. Eh bien, c'est un schéma mental que je peux vous proposer d'acquérir. Déjà, à titre personnel, c'est toujours intéressant de se poser cette question-là, mais aussi à titre professionnel, puisque c'est ce qui vous permettra demain ou après-demain de prendre des décisions en fonction justement du processus intellectuel de ce que peut être la RSE dans mon entreprise. Au quotidien, chacun d'entre nous rencontrons des problématiques. Des problématiques plus ou moins simples à gérer. Ça va de la machine à café au choix des nouveaux ordinateurs, à l'implantation dans de nouveaux locaux, à l'intégration d'un nouveau fournisseur, au développement d'un nouveau produit. Et en général, et jusqu'à aujourd'hui, on a, en tout cas pour la plus grande part d'entre nous, été formés comme ça. On nous a toujours appris à prendre en considération la notion de temps et d'argent. Comment je fais pour le faire vite, bien et que ça coûte pas cher? Et ça a été pendant très longtemps et globalement le schéma de pensée principal sur chacune de nos actions en entreprise. Le temps, l'argent, dans les entreprises un petit peu plus évoluées, l'impact sur mes collaborateurs aussi, avec qui je vais le faire. Mais on n'a jamais forcément été se poser la question sur l'impact au-delà de mon collaborateur, au-delà de mon client, en quoi je vais pouvoir impacter mon environnement. L'environnement, la nature et les petits oiseaux, bien évidemment, mais mon environnement économique, mon économique système, comme on aime à l'appeler, mais toutes les personnes qui peuvent avoir été impactées par cette décision que peut prendre l'entreprise. Et une fois que j'ai défini justement cette problématique, je peux faire la liste des parties prenantes concernées par cette problématique et mesurer les impacts. Pour vous donner un exemple assez rapide, imaginons le déménagement d'une entreprise. Le déménagement, c'est ma problématique aujourd'hui. J'ai une entreprise de 150 salariés, je dois pouvoir les intégrer dans nos nouveaux bureaux. L'entreprise a grandi trop vite, on est trop serré, il faut qu'on réfléchisse à ça. Donc, les parties prenantes concernées par ce déménagement, bien évidemment les collaborateurs, puisque ça va être leur lieu de travail. Et puis, on va aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qui va pouvoir jouer sur les clients. Est-ce que les clients vont pouvoir continuer à venir nous voir? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller les voir de la même manière et aussi facilement? Est-ce que nos fournisseurs pourront intégrer et nous livrer les marchandises de la même façon?
Mais est-ce que justement, je décide de faire construire un nouveau bâtiment dans les champs ou dans la forêt, et est-ce que la collectivité est capable de mettre une route, un arrêt de bus? À côté de ça, est-ce qu'il va y avoir des services autour de la future implantation de l'entreprise? Est-ce que le commerce local va être impacté par le fait que je m'installe à tel ou tel endroit? Est-ce qu'il y aura de quoi nourrir les gens qui n'auront pas ou la cantine ou la possibilité? Bref, énormément de choses sur les parties prenantes et ensuite lister tous ces impacts. Pour vous donner un exemple, on parle de parties prenantes des collaborateurs, mais on a sans doute tendance à oublier l'impact sur une autre partie prenante qui va être la famille du collaborateur. Qu'est-ce que ça veut dire sur 150 personnes, si on doit déménager de département ou de région, de faire bouger 150 familles? Voilà. Donc, ce schéma de pensée, moi, j'aime bien le tourner comme ça. C'est une expression qu'on me partageait un petit peu quand j'étais petit, qui était tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et ben, l'idée, là, c'est plutôt de tourner 7 fois une idée ou une problématique dans sa tête avant de prendre une décision. Prendre ce schéma de imaginer ma problématique, lister les parties prenantes qui vont être concernées par le choix que je vais avoir à faire et lister tous les impacts. Et une fois que j'ai fait ça, je me retrouve en possession de ma capacité à agir, qui est toujours la même avant même que je me pose cette question. J'ai toujours la capacité de prendre la décision et de le faire. Simplement, le temps de réflexion, le temps d'analyse que j'aurais pris en imaginant tout ça et en faisant ce travail un petit peu sur l'identification des parties prenantes et des impacts, va me permettre peut-être parfois de prendre des décisions différentes ou différemment. Et c'est là que la notion de responsabilité va pouvoir rentrer en jeu, puisqu'à partir du moment où je prends conscience de ce que je fais, de ce que j'achète ou de comment ça fonctionne, eh bien peut-être que je prendrai ma décision différemment. Peut-être chacun d'entre vous, en tant que consommateur, à la place du consommateur, vous êtes-vous retrouvé un jour à acheter un produit depuis 10 ans et puis d'apprendre soudainement comment il est fabriqué ou qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans et d'avoir changé justement votre comportement d'achat par rapport à des informations que auparavant vous n'aviez pas, mais pas que on ne vous les avait pas données, mais simplement parce qu'on n'y avait pas réfléchi. Et si vous voulez, la RSE aujourd'hui, c'est ça. C'est comment je mesure, comment je réfléchis, comment je prends en considération et comment j'assume chacun de mes choix par rapport justement à l'analyse de tout ce qui va être lié à mes actions dans l'entreprise. Et ça, c'est une notion très intéressante et très importante aujourd'hui qui va nous mener justement à changer beaucoup de nos comportements, à devenir, comme on dit, plus responsables et à voir comment on peut faire les choses différemment. Voilà, donc je suis allé très vite. L'idée, c'est de vous proposer une dernière chose, une chose dont vous avez sans doute entendu parler également au niveau de la RSE, puisque vous avez ah pardon, il me reste encore une diapo. Vous avez justement ce travail de réflexion et ce travail de mise en abîme un petit peu des choses que vous devez faire, des décisions que vous pouvez prendre. Et souvent, la première question qu'on nous pose avant de venir en formation ou quand je vais dans une entreprise en tant que consultant ou que coach RSE, c'est mais comment on va faire quoi? C'est tellement gros, tellement voilà, tout ce que tu nous dis, c'est super intéressant, ça nous parle, mais comment on fait? Eh bien, je vais vous proposer un petit exercice, pareil dans la zone commentaire. Je vais vous poser voilà, ces questions-là, et puis je vais vous inviter à prendre une petite minute pour réfléchir. C'est par rapport à tout ce qu'on vient de voir très rapidement et trop rapidement certainement, comment je vais pouvoir imaginer l'impact de tout ça dans mon entreprise. Si je reprends ces fameux piliers de la RSE, basés sur l'ISO 26000 et sur l'interprétation que je vous ai proposée sur la société française, c'est d'identifier pour chacune de ces grandes familles, que sont mes collaborateurs, mes clients, mes fournisseurs, l'impact local sur l'écosystème local, sur l'environnement, la nature ou les autres parties prenantes, et bien évidemment en tant que management et organisation. Je vais vous proposer là de prendre 2 petites minutes pour réfléchir de votre côté sur le management et l'organisation. Comment et je peux estimer le niveau d'implication RSE de mon organisation. Pour vous simplifier la réflexion sur le management et l'organisation, comment, par rapport à la notion intime ou personnelle que je peux avoir de ce qu'est la responsabilité et de ce qui, entre guillemets, serait bien de faire, comment j'estime que mon entreprise interagit avec ses collaborateurs et ses autres parties prenantes en termes de RSE.
Donc l'idée là, rapidement, hein, je vais vous inviter à partager si vous le souhaitez, en tout cas vous pouvez le faire sur votre cahier, mais partager dans la partie commentaire, de donner une note voilà, sur la partie management et organisation, en quoi j'estime aujourd'hui, sans forcément en avoir parlé, sans forcément avoir impliqué des choses, que mon entreprise fait ou a intégré une part de réflexion RSE dans cette organisation. D'abord une note, et ensuite je vais vous inviter, pareil, de votre côté, donc ou vous le partagez dans les commentaires ou vous le notez dans votre cahier, de lister quelques-unes des bonnes actions que votre entreprise réalise voilà, en termes d'RSE, en management et en organisation. Est-ce que vous souhaitez que je reformule la question? C'est très perturbant d'avoir très peu de retours. Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci Céline. Je pense que c'est clair. Pour essayer de respecter un peu le délai, le temps imparti, et après le moment lié à l'échange, je pense qu'on va le faire que sur la partie organisation et management. Oui, bien sûr, oui, les autres points. C'est l'idée, hein, vraiment sur la première partie, voilà, se donner une petite notation et voilà. Alors Christelle, c'est normal, j'ai été très vite. L'idée, c'est dans votre organisation de vous dire, par rapport à ce que vous avez pu comprendre très rapidement et sans doute, encore une fois, trop rapidement des choses de la RSE, en quoi mon entreprise aujourd'hui a des actions ou un comportement dit responsable par rapport à son comportement en termes de management et d'organisation. Globalement, si je prends management des opérations, ça pourrait être, eh bien, je ne sais pas, le dirigeant de mon entreprise a pour habitude de consulter ou ses managers ou l'intégralité des collaborateurs avant de prendre une décision. Ou le manager partage quand il y a une difficulté et ne cache pas forcément l'information. Ça peut être des choses assez intéressantes à étudier. Aussi, est-ce que la vision et la stratégie de l'entreprise est connue de tous? Est-ce que chacun a de son rôle qu'il a à jouer au regard des objectifs que l'entreprise s'est fixés aussi? La question de sens et d'utilité aussi. Tout à fait. Est-ce que la vision, est-ce que la stratégie d'entreprise est partagée avec chacun des collaborateurs, quel que soit leur niveau? Voilà. Et de lister justement, voilà, après, vous pouvez le faire maintenant, mais ça c'est plus pour le schéma mental, mais vous pourrez y revenir dessus. Et c'est vraiment de pouvoir lister toutes les choses que vous estimez intéressantes de faire. Et en fonction de la note que vous avez donnée, un travail très intéressant pour la suite et qui va vous permettre justement de savoir par où commencer, c'est de se dire, très bien, ben moi, mon entreprise aujourd'hui, je pense qu'elle est à 5 sur 10 en termes de responsabilité, de ce que j'estime être responsable de faire dans le management et l'organisation. Eh bien, quelles actions, quels changements, quelles interactions pour nous avoir, nous, dès demain, pour aller de 5 à 6 sur 10? Quel petit pas, quelle petite action je peux commencer à changer pour pouvoir avancer sur cette thématique-là? Et c'est là que justement, on commence à voir et à se voir et à la trame des choses qu'on va pouvoir et des chantiers qu'on va pouvoir lancer pour aller et tendre vers une entreprise responsable. Voilà, donc voilà, mon manager dialogue beaucoup avec les collaborateurs et prend des décisions avec les salariés. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et l'idée qu'on peut se poser, c'est maintenant qu'il dialogue, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Est-ce que les décisions sont prises de manière consensuelle? Est-ce que c'est le manager qui décide quand même tout seul? Est-ce qu'il y a une décision collégiale ou une décision entre guillemets démocratique? Bref, ça peut être intéressant de rentrer dans cette démarche-là. Encore une fois, on a très peu de temps hein, pour pouvoir le faire de cette manière-là. Mais en tout cas, voilà, super. La décision collégiale, c'est vraiment très intéressant justement en termes de responsabilité.
Il y a une question sur ce sujet où je termine avec le dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi. C'est bien d'avoir un bon employeur. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je terminerai par un des outils rapidement de la RSE qui justement nous a été offert par la loi Pacte qui est passée en mai 2019. C'est hélas quelque chose qui est passé assez inaperçu dans les médias spécialisés, dans les médias économiques, puisque le contenu de la loi Pacte était d'un point de vue gouvernemental bien chargé et beaucoup de sujets ont été évoqués et ont été cachés par justement l'aéroport de Paris ou la Française des Jeux qui ont monopolisé les débats pendant longtemps. Et du coup, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il faut savoir qu'en France, jusqu'en mai 2019, une entreprise ne pouvait exister, et quand je dis ne pouvait exister, c'était au regard de la loi, n'avait le droit d'exister que par la simple notion de profit. C'est-à-dire qu'il vous était impossible de créer une entreprise pour autre chose que faire et réaliser du profit. Et donc, il y a eu deux changements très importants dans le Code civil qui régit notre organisation et notre société française depuis plus d'un siècle maintenant. La première, c'est qu'a été rajouté que la société est gérée dans son intérêt, autrefois que et uniquement économique, dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et c'est là que découlent aussi certaines obligations pour les organisations, avec des choses dont vous avez peut-être entendu parler sur le rapport extra-financier ou autre. Et une notion qui, à mon sens, est très intéressante et qui ouvre aujourd'hui l'entrepreneuriat dans un autre monde et vers autre chose, c'est cette fameuse raison d'être dont vous avez pu voir fleurir le nom dans beaucoup de journaux ces derniers temps, qui permet aujourd'hui de donner une vraie raison d'être à l'entreprise et d'être intégrée dans ses statuts. Et cette raison d'être, elle constitue les principes dont la société se dote pour le respect et pour le respect dans lequel elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, enfin pas demain, mais depuis un an, l'entreprise peut exister pour autre chose que faire du profit et gagner de l'argent en vendant des stylos ou gagner de l'argent en vendant des voitures ou gagner de l'argent en offrant un service de conseil. Elle peut tout simplement dire et exister pour, si je prends l'exemple d'une entreprise qui fabriquerait des stylos, se dire je ne suis pas une entreprise qui fabrique des stylos qui gagne de l'argent, je suis une entreprise qui a pour raison d'être le fait de permettre à tous d'avoir un outil qui permet de transmettre le savoir. L'écriture permet de laisser des traces dans les mémoires et dans l'histoire du savoir. Et donc du coup, ça donne une portée peut-être un petit peu plus philosophique à ce qu'on fait, mais aujourd'hui, on n'est plus simplement obligé de travailler pour générer du capital, mais on peut travailler pour sa raison d'être. Et cette raison d'être, une fois qu'on a fait un travail qui est extrêmement intéressant et enrichissant au sein de son entreprise pour la définir, et ça peut être fait collectivement et collégialement, permet justement d'intégrer cette raison d'être dans cette statut, de la partager avec ses clients et ses fournisseurs, qu'elle soit partagée en interne. Et tout à l'heure, on parlait justement d'exprimer la vision et de la partager. Eh bien, elle permet justement de donner corps à cette vision et de pouvoir faire en sorte que cette raison d'être, ce qui nous pousse tous les matins à nous lever pour aller travailler dans les entreprises qui nous emploient, permet d'être en plein accord avec ça et de trouver un nouveau moyen de travailler et de faire vivre une économie de notre pays et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, j'ai été un peu rapide, sans doute un petit peu confus compte tenu de la quantité d'informations qu'il y avait à vous transmettre. J'ai Nathalie qui a partagé également des choses intéressantes sur qu'est-ce que peut faire un entrepreneur dans son activité responsable en tant que manager. Donc, développer l'entraide, la solidarité, lutter contre la discrimination, respecter ses engagements. Il y a énormément de choses qui peuvent aller dans ce sens-là. Donc, l'idée maintenant, c'est de prendre justement là un bon quart d'heure qui nous reste pour répondre à vos questions, essayer d'éclaircir les points sur lesquels j'ai très certainement manqué de temps pour être plus clair et de pouvoir justement revoir ensemble la signification et les réponses aux questions qu'on s'est posées au début de cette intervention.
Alors, moi, de mon côté, j'ai posé une question concernant la mise en œuvre par exemple, d'une charte RSE. Si on devait démarrer un projet de ce type, quelles seraient les 3 premières étapes? Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant les questions-réponses ou c'est un peu après, mais en tout cas, vous pouvez rajouter des questions dans le post-it jaune en fin de Padlet. Il y a une question qui a été posée par Nathalie. Nathalie. Oui, tout à fait, ouais, sur le fait d'avoir constitué donc, une charte RSE et que faire d'autre. Je dirais qu'en fait, cette charte RSE, là, je parlerai bien sûr sous le couvert de Jean-Baptiste, il s'agit de la faire vivre. Et donc, la faire vivre, c'est-à-dire que les employés y adhèrent, qu'elle puisse s'ajuster en fonction de pratiques opérationnelles. Est-ce que réellement on partage les décisions? Est-ce qu'on communique auprès de nos clients? Est-ce qu'on a des moyens de contrôler le fait que nos employés sont dans des conditions de motivation, de stress qui sont tout à fait acceptables? Quels sont les éléments qui les motivent? Aujourd'hui, quels sont les freins qu'ils rencontrent? Donc, chercher à l'animer à travers des ateliers qui peuvent aller jusqu'à la mesure des impacts, l'engagement auprès de parties prenantes comme les clients, etc. Oui, tout à fait. La charte RSE, en fait, aujourd'hui, c'est un des premiers outils dont les entreprises vont essayer de se doter pour mettre à plat un petit peu leurs intentions et les faire vivre. Déjà, est-ce que votre charte RSE est partagée avec tous vos collaborateurs? Est-ce que vous l'avez affichée dans votre communication? Est-ce que vous la partagez avec vos fournisseurs, avec vos clients? Est-ce que vous avez peut-être, Nathalie, déjà aussi interrogé vos clients sur les mêmes valeurs et s'ils les partagent? Bref, comme le disait Gwenaëlle à l'instant, comment vous la faites vivre? Cette charte RSE, c'est une bonne base. Ça peut être très intéressant de s'appuyer là-dessus pour ensuite aller un petit peu plus loin dans la démarche et qu'on peut rendre donc administrative de cette fameuse raison d'être. Puisque la charte RSE, voilà. Donc, si vous la partagez, ça veut dire que déjà, vous avez une reconnaissance avec vos parties prenantes qui sont engagées à poursuivre ce même chemin-là. Donc, comme je le disais à l'instant, vous pouvez aller jusqu'à l'intégrer dans vos statuts pour pouvoir vraiment pleinement la vivre et pleinement, en gros, déclarer ce que vous faites et comment vous le faites. Eh bien, ça, c'est une bonne question. Est-ce que je dois faire signer ma charte à mes clients? J'ai envie de dire que la bonne réponse, c'est la vôtre, mais c'est pourquoi pas? Pourquoi les clients ne signeraient-ils pas une charte en achetant ce produit? Ils s'engagent à aller dans tel ou tel sens. Souvent, avec les chartes, les clients le font de manière assez innée, mais ça peut être intéressant d'aller jusqu'au bout de la démarche et de l'engagement. Pour vous donner un exemple, hein, ça date de seulement une dizaine d'années, mais aujourd'hui, vous avez sans doute tous acheté un appareil électronique ou électrique, changé de lave-linge, de frigo ou de sèche-cheveux, peu importe. Il faut savoir que le fait que votre fournisseur, hein, l'endroit où vous allez vous acheter, n'avait pas l'obligation de vous offrir la reprise et que le fait d'acheter un produit, vous vous engagez désormais à vous faire reprendre et à apporter un produit de changement. Et ça, c'est l'intérêt justement de faire poser de poser la question à ses clients et de les faire signer et de partager cette charte. Quel type de gouvernance pour piloter et faire vivre une démarche RSE? Alors, la gouvernance, plus elle va justement être porteuse de sens, plus elle va inspirer et partager sa vision et plus elle va prendre en considération les collaborateurs et leur avis et leurs pensées et leur cheminement et leurs idées, plus vous serez dans une démarche dite de gouvernance responsable. On parle souvent, et pour faire court là-dessus, de structures pyramidales dans les entreprises. Et bien, plus vous allez essayer de rendre horizontale cette démarche de management et de pilotage, plus vous serez dans la possibilité de faire vivre cette démarche-là. Et une chose que moi, je considère importante et que je préconise souvent, vous voyez le petit travail qu'on a fait de manière très rapide sur ce questionnaire RSE, là, comment je peux prendre l'avis de mes collaborateurs, eh ben, un des premières choses que vous pouvez faire avec votre entreprise pour lancer et faire vivre cette démarche, c'est de commencer à réfléchir au lancement d'un COPIL, un comité de pilotage RSE, de prendre des volontaires qui ont envie de porter ce sujet-là et de le partager.
et de lancer un travail de réflexion, d'introspection et pourquoi pas de prise de décision demain là-dedans. Donc, plus vous allez pouvoir déléguer, plus vous allez pouvoir faire confiance et responsabiliser vos collaborateurs, plus vous serez dans cette gouvernance dite de démarche responsable et qui pourra justement faire vivre la RSE au sein de votre entreprise. Et au sein de ce comité, vous pouvez très bien faire en sorte que des chantiers prioritaires émergent sur, par exemple, les pratiques managériales, sur la gestion environnementale, La gestion des déchets, tout à fait. La gestion des déchets, la gestion de l'énergie, faire ressortir des chartes de bonnes pratiques ou des mini-tutos, chercher à mettre en place des systèmes qui évaluent en fait la manière dont vos clients perçoivent votre démarche RSE. Donc un certain nombre de chantiers qui peuvent être portés par vos salariés qui sont soumis potentiellement au suivi ou à la validation de ce comité de pilotage. Ce qui permet aussi d'avoir une démarche qui est à la fois volontariste et mobilisatrice, mais aussi qui s'inscrit bien dans la volonté de la direction de l'entreprise. Tout à fait. Donc, vraiment, ne pas hésiter à accompagner et à donner la responsabilité de ce cheminement à vos collaborateurs. Christelle, pour les collaborateurs, je comprends, mais pour les clients et fournisseurs, je ne vois pas. Eh bien, pour vous donner un exemple, vous avez peut-être entendu parler et vous entendez parler parce qu'il y a de grandes chances que, 1, vous avez un ordinateur puisque vous êtes connecté et 2, que vous ayez un smartphone à côté de vous. Eh bien, vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle le sac à dos écologique ou le sac à dos environnemental d'un téléphone. Et dans votre téléphone, vous avez les services, la connexion et ce que ça vous permet de faire. Et il y a aussi tout ce qui a nécessité sa conception et sa construction. Une des choses qui est importante chez un fournisseur, par exemple, c'est peut-être de s'assurer que les minéraux rares, les minéraux utilisés dans votre ordinateur sont issus de sources qui sont dites responsables, qui n'ont pas employé d'enfants, d'esclavage ou autres, et qui respectent le droit dans leur pays et le droit international. Et ça, si vous demandez à vos fournisseurs de vous fournir les justificatifs de leur mode de production et la façon responsable qu'ils ont pu être amenés à produire, ça permet justement d'engager votre fournisseur à changer si éventuellement ce n'était pas le cas, si vous voulez continuer de travailler avec lui, ou éventuellement de réfléchir à commencer à aller voir ailleurs si ça ne correspond pas aux valeurs de votre entreprise. D'accord ? C'est s'assurer auprès justement de comment j'ai pu faire et comment je me suis comment j'ai pu demander l'information à mon fournisseur sur comment il m'a fourni et avec quoi lui s'est fourni avant de me donner la pièce dont j'avais besoin, etc. Et ça, c'est la matrice de matérialité dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet vraiment de pouvoir préciser justement les attendus, les impacts et de mesurer tout ça pour pouvoir prendre en compte ces décisions-là. Tout à fait, Nathalie, il y a certains des attestations de protocole qui semblent correspondre, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Alors, une des choses sur laquelle on ne pourra jamais, hélas, avoir d'emprise, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire que si les entreprises sont amenées par elles-mêmes à vous produire des faux certificats ou des faux comportements qui vous disent oui, on le fait, mais qui ne peuvent pas en apporter la preuve, c'est la limite justement de leur responsabilité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la définition qui est proposée, la RSE, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on est responsable si on le souhaite et si on en a envie. Et après, un secret qui n'est pas un secret, mais que je peux vous partager, c'est que plus vous vous sentirez aligné avec ce que vous êtes et ce que vous pensez et votre façon de faire, mieux vous vous sentirez et plus votre entreprise pourra performer derrière. Et pour aller dans ce sens-là, en fait, c'est sûr que les parties prenantes avec lesquelles vous interagissez, comme les fournisseurs, vous n'avez pas forcément l'assurance qu'ils respectent ces engagements. Par contre, pensez la relation au-delà de la relation client-fournisseur, mais dans une logique partenariale. Ça veut dire aussi être à leur contact, et c'est en étant à leur contact que vous apercevrez que les valeurs sont vécues et animées, ou qu'au contraire, elles sont transgressées. Donc ça ne remplacera jamais l'interaction et cette capacité je dirais, à travailler en confiance. Maintenant aussi, la meilleure garantie, en fait, c'est vos propres équipes, par ce dynamisme, l'engagement, le respect de ces valeurs, elles généreront un écosystème qui va dans le même sens. Tout à fait. Pour illustrer un petit peu ce propos, un petit exemple que j'ai même partagé dans ma première vie et qui remonte à une dizaine d'années, c'est que moi, je travaillais en agence de communication, mon agence, et je faisais imprimer des documents.
et j'avais pour volonté de faire imprimer ça avec des encres végétales et des papiers responsables. Et mon imprimeur, avec qui j'avais une bonne relation, parce qu'on avait commencé à travailler ensemble il y a quelques années, me dit, mais écoute, c'était bien gentil, mais moi, à chaque fois que je dois prendre des encres environnementales, je dois nettoyer mes machines, ça me bloque ma journée, je suis obligé de vendre ça plus cher, quoi. Et du coup, on a réfléchi ensemble, discuté ensemble, on s'est interrogé mutuellement, et puis on est arrivé à la conclusion que pour éviter le nettoyage et le blocage des machines, eh ben, peut-être qu'ils pouvaient simplement arrêter d'imprimer avec des encres non végétales. Et on s'est juste rendu compte que, en fait, tout bêtement, on pouvait changer notre comportement, changer notre façon de produire, rien qu'en s'étant posé la question de ce qu'on pouvait éliminer. Ça a fait gagner du temps, ça a fait gagner de l'argent, ça a profité à l'environnement, et pour ne rien cacher, ça a été aussi à l'origine de pas mal de choses, et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de produire avec des encres, avec des métaux dedans, et que du coup, on est sur de l'encre végétale pas mal. Mais bref, c'est cette discussion et cette interaction qui permet de faire des changements. Le sujet est neuf encore en France et dans le monde. C'est la génération suivante qui sera plus impliquée, je pense. Alors, c'est la génération suivante qui sera très impliquée. J'en suis bien convaincu également. Simplement, je pense que c'est à nous, je vais dire nous parce que je m'inclus là-dedans, mais c'est à notre génération-là qui avons encore les commandes des entreprises pour les 20 prochaines années de préparer le terrain pour que ça soit facile pour eux. Pour vous donner un petit peu le sens de tout le travail que je fais et de pourquoi aujourd'hui j'accompagne les entreprises en RSE, c'est que, c'est que je me bats pour faire disparaître cette notion de RSE. La RSE ne doit pas exister, ça doit être simplement le bon sens qui doit nous faire prendre en considération nos actions, nos responsabilités pour faire en sorte que ça se passe bien. Et Christelle qui nous dit, si je comprends bien, chacun a son RSE et on ne peut pas partager la même RSE. Alors, on peut partager un langage commun sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Par contre, on ne peut pas tous être au même niveau en même temps. Et un des secrets de ça, et pour bien le vivre aussi, parce que parfois ça peut être très frustrant en entreprise quand vous êtes au niveau RH ou au niveau managérial en train de porter un projet RSE et que vous êtes très motivé de par votre engagement personnel, citoyen et autres, de voir que ça avance pas assez vite. Mais il faut accepter qu'on ne puisse pas tous aller au même moment à la même vitesse. On n'avait pas tous accès aux informations qu'on avait aujourd'hui. Il y avait jusqu'à l'année dernière, et encore, il y en aura encore plus cette année, il n'y avait pas de formation RSE. C'est-à-dire qu'en gros, c'était l'intelligence collective de certains qui arrivaient à être moteurs et leaders dans les actions, qui ont partagé justement ce savoir-là. Aujourd'hui, on arrive à l'expliciter, à créer un vocabulaire. Vous avez vu, je vous ai inondé de mots et de concepts, mais quand tous ces concepts seront partagés, ça ira bien. Et dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, et bientôt dans les écoles d'agronomie, on parlera de RSE et de responsabilité de tout ça. Voilà, et comme le dit Nathalie, ben voilà, il faut poser sa petite pierre, chaque petit pas après petit pas, y consacrer un petit peu de travail, un petit peu de temps pour que ça soit pertinent et encourageant. Et une des choses qui est importante de retenir de tout ça et qui j'espère pourra vous engager pour l'avenir, c'est que l'exercice que je vous ai proposé là de questionnaire, c'est absolument gratuit. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes, il n'y a pas besoin d'acheter des manuels ou des référentiels très compliqués pour faire de la RSE. Il suffit juste de se poser et de tourner cette fois son cerveau dans sa tête avant de prendre une décision pour voir en quoi et avec mes critères à moi, je peux être le plus responsable possible. Vous voyez, voilà, c'est les élèves en marketing qui vous disent ça. Si vous interrogez les mêmes il y a 10 ou 15 ans, c'est pas certain que vous ayez les mêmes réponses voilà, sur le respect de soi, de l'environnement, et pas juste de la vente et de l'argent au final. En tout cas, une chose importante aussi, c'est qu'il ne faut vraiment pas supprimer l'idée de profit et de génération économique et capitalistique. La RSE, c'est faire fonctionner l'économie, mais de manière responsable. On n'est pas dans un monde de mangeurs de graines et de retourner à la roue, à la charrette et au cheval. C'est vraiment de faire avancer le monde dans lequel on est, profiter des innovations techniques et autres sans nuire à notre environnement et à ce qu'on a autour. Voilà, on a un petit peu dépassé. J'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce qu'il y en a une dernière ou pas? Vous pouvez les inscrire sur le Padlet. Ce Padlet reste ouvert, vous y avez accès. Vous avez accès aux petites slides qu'il y a là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on pourra vous répondre ensuite.
Voilà, juste une dernière chose. Donc, le Padlet va rester accessible encore quelques temps. Vous pourrez y retourner et regarder les commentaires des uns et des autres. Et également, je mettrai à disposition, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, et pour tout le monde, un replay que vous puissiez partager avec vos collaborateurs, vos collègues d'entreprise, pour aussi les sensibiliser éventuellement sur la logique et la démarche RSE. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci Gwenaël, merci Jean-Baptiste. Avec plaisir, merci à vous. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais peut-être que vous pourrez le faire dans le Padlet, c'est nous suggérer le prochain thème du webinar autour de la RSE. Voilà, sur quel sujet plus précisément vous souhaiteriez que l'on rentre un peu plus dans le détail. Est-ce que c'est la raison d'être? Est-ce que c'est tel ou tel sujet? Donc n'hésitez pas à ajouter un commentaire dans la partie prochain webinar sur un thème que vous auriez aimé, auquel vous souhaiteriez participer et aller un peu plus loin. Voilà, je vous dis à très bientôt et encore merci à toutes et à tous. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.